Nous reprenons nos travaux. Nous recevons maintenant M. Jocelyn McClure, professeur à l'Université Laval, de Québec, probablement. Et je dis probablement, puis ne le prenez pas personnel, c'est parce que, étant un député de Laval, c'est ça. Vous avez 10 minutes pour faire votre exposé, M. McClure. Après, il y aura un échange avec Mme la ministre et les porte-paroles des deux oppositions. Je vous laisse la parole. Monsieur le Président, Madame la ministre de la Justice, Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie de cette invitation à participer aux travaux de cette commission parlementaire. J'ai soumis un bref mémoire expliquant mes positions sur le projet de loi 62. Comme vous le savez, une des recommandations principales du rapport Bouchard-Taylor était l'adoption d'un livre blanc sur la laïcité, puis ensuite, dans un deuxième temps, d'un texte législatif sur la laïcité. Donc, j'ai fait partie de la commission Bouchard-Taylor en tant qu'analyste expert et rédacteur, en particulier des chapitres sur la laïcité, la liberté de religion, les accommodements raisonnables. Dans ce rapport, on a tenté de démontrer que l'idée voulant que le Québec souffre d'un déficit normatif important sur le plan de la régulation de la religion dans l'espace public, que cette idée-là, c'est un mythe, qu'il y a déjà un ensemble de normes qui régulent l'expression du religieux dans les institutions publiques, mais que néanmoins, il serait utile et pédagogique que l'État québécois dise explicitement et officiellement quelque chose sur la laïcité. La laïcité au Québec et au Canada, c'est le corollaire, au fond, c'est dérivé de l'engagement de l'État à assurer les droits fondamentaux de tous les citoyens, en particulier le droit à l'égalité et à la non-discrimination, peu importe nos croyances, nos convictions, puis pour assurer aussi et favoriser l'exercice de la liberté de conscience et de religion de tous les citoyens. Or, si l'État s'identifie à une religion, ou s'il fait la promotion d'une religion, ou aussi s'il est ouvertement hostile aux religions, l'État ne traite pas les citoyens également. Donc, l'État doit être neutre sur ces questions. Personnellement, que le législateur parle de neutralité religieuse de l'État plutôt que de laïcité, ça ne me trouble pas. Le concept de neutralité religieuse de l'État, c'est un des concepts de nature institutionnelle qui permet à l'État d'être laïque. Philosophiquement parlant, si on a besoin de la laïcité, c'est pour que l'État traite tous les citoyens d'abord également, peu importe leur conception du monde, leur conception de ce qu'est une vie bonne, qu'elle soit religieuse ou non. Et c'est aussi pour favoriser, comme je disais, l'exercice de la liberté de conscience et de religion. Puis pour atteindre ces deux finalités, égalité et liberté de conscience et de religion, l'État doit être neutre par rapport aux religions. Donc la neutralité religieuse de l'État, c'est un des concepts, un des moyens institutionnels de faire en sorte que l'État soit laïque. On parle aussi de séparation entre État et Église, qui est une autre façon institutionnellement de réaliser la laïcité. Ce que fait le projet de loi d'abord formalise ou codifie des normes juridiques déjà effectives, d'abord en rappelant ce qu'est l'accommodement raisonnable, à quelles conditions il faut offrir des mesures d'accommodement. Il rappelle aussi la notion qui vient limiter cette obligation juridique d'accommodement raisonnable, donc la notion de contrainte excessive et les différents critères qui constituent la contrainte excessive puis qui nous permettent de déterminer si une demande est raisonnable ou non. Donc le projet de loi vient codifier des normes existantes. Le projet de loi vient aussi ajouter des nouvelles normes juridiques. La principale est, sans aucun doute, celle contenue dans l'article 9, la norme du visage découvert dans les interactions entre les employés des organisations publiques et les citoyens. Considérant que le voile intégral entrave l'identification, évidemment, des personnes et rend beaucoup plus difficile la communication entre un employé d'une organisation publique et d'un citoyen, la norme du visage découvert semble a priori raisonnable. Ça fait partie des critères de la contrainte excessive, cette idée qu'on doit pouvoir identifier les gens et que la communication doit être possible. L'article précise, avec raison, cela dit, que le principe de l'accommodement raisonnable s'applique aussi à cette norme du visage découvert. Donc, il peut y avoir des circonstances où une exemption à cette règle du visage découvert soit nécessaire, comme l'obligation juridique d'accommodement raisonnable s'applique par rapport à toutes les normes d'application générale qui pourraient poser problème lorsqu'on les applique de façon, disons, aveugle. Je pense qu'il serait peut-être important d'ajouter que la règle d'usage découvert ne doit pas empêcher l'intervention
d'un professionnel dans les cas d'urgence, hein, qu'il s'agisse donc de professionnels de la santé, de policiers, de pompiers, et ainsi de suite. Hein. Il ne faut pas commencer à négocier. Est-ce que la personne a le visage couvert, est-ce que j'interviens ou pas? Dans les cas d'urgence, évidemment, on ne discute pas de la possibilité d'un accommodement. Il faut intervenir. Donc, ce serait à vérifier donc si un ajout serait nécessaire de ce côté-là. Ensuite, sur le plan des nouvelles règles qui sont énoncées par le projet de loi, l'article 16 interdit le prosélytisme et la ségrégation sur la base de la religion dans les services de garde subventionnés, ce qui me semble essentiel, alors que l'article 11 trace les grandes lignes d'un cadre qui permet aux institutions de se doter d'une politique de gestion des congés religieux. Peut-être qu'éventuellement, une politique devrait venir aussi avec ce projet de loi pour aider davantage, entre autres, les écoles à gérer les demandes de congés religieux, mais l'article 11 trace les grandes lignes, des éléments à prendre en considération. Une des vertus du projet de loi réside dans ce qu'il ne fait pas. Je pense en particulier à cette possibilité, à cette position défendue par plusieurs, donc d'interdire le port de signes religieux visibles chez les employés d'organisations publiques au nom, à mon sens, d'une conception erronée de la neutralité religieuse de l'État. La neutralité religieuse de l'État, ça implique qu'un employé de l'État ou d'une organisation publique fasse pas la promotion de la religion pendant qu'il est en fonction, que son jugement professionnel découle pas de ses convictions religieuses. Or, il est tout à fait possible de faire preuve de neutralité et d'impartialité dans l'exercice de ses fonctions, tout en portant un signe religieux visible. Porter un signe religieux visible, c'est pas en soi du prosélytisme. Puis, qu'on porte un signe religieux visible, ça ne veut pas dire qu'on va faire passer nos croyances religieuses avant notre fonction professionnelle. Donc, il faut accorder une présomption de neutralité à ces agents de l'État qui portent un signe religieux visible, tout comme on le fait en ce qui concerne les personnes qui peuvent avoir des convictions morales ou religieuses très fortes sans porter pour autant un signe religieux visible. C'est tout à fait possible d'être, par exemple, un chrétien très orthodoxe sans porter un signe religieux visible. On accorde une présomption de neutralité à cette personne-là, heureusement, mais il faut faire la même chose en ce qui concerne ceux et celles qui portent des signes religieux visibles. On doit accorder cette présomption de neutralité et d'impartialité à tous et vérifier dans les actes, dans leur conduite professionnelle, comment ils se comportent. Donc, je suis heureux qu'il n'y ait pas d'interdiction, même limitée, sur le plan du port de signes religieux visibles pour ces employés. Une chose qui n'est pas dans le projet, mais si on adopte ce projet de loi, je pense qu'éventuellement, il va falloir réfléchir à déplacer le crucifix à l'Assemblée nationale. Si on se dote d'une loi sur la neutralité religieuse de l'État, c'est difficilement compatible avec l'idée qu'il y a un crucifix, un symbole religieux, au-dessus de la tête du siège du président de l'Assemblée nationale. Donc, c'est un geste qui devrait suivre. Je suppose que certains pourraient invoquer l'article 13 sur le respect du patrimoine pour dire qu'il devrait rester là, mais je vous inviterai à relire le rapport Bouchard-Taylor sur cette question en disant que oui, il faut respecter le patrimoine culturel et religieux, mais on ne doit pas défendre une forme d'identification de l'État envers une religion sous l'idée donc qu'il s'agirait donc simplement d'un symbole patrimonial. Donc c'est un geste qui devrait probablement suivre l'adoption de ce projet de loi. L'omission des municipalités dans le projet de loi, c'est aussi quelque chose que je trouve difficile à expliquer, sachant que la norme de neutralité religieuse de l'État et l'obligation d'accommodement raisonnable s'applique à toutes les organisations publiques en particulier. Dans les faits et dans le droit, les institutions municipales, donc, ne pourraient pas être exemptées de ces règles, évidemment. Donc ça, c'est une absence qui mériterait d'être interrogée. En conclusion, je sais que certains considèrent que le projet de loi 62 ne va pas assez loin. J'ai dit pourquoi je ne suis pas d'accord avec cette évaluation, sauf s'il est question de crucifix ou à l'Assemblée nationale ou des municipalités. Cela étant dit, il me semble que les parlementaires qui considèrent que le projet de loi, au fond, est insuffisamment contraignant, qui ne va pas assez loin, de leur propre point de vue, si on considère que ce projet de loi ne va pas assez loin, on devrait quand même, de ce point de vue-là, le soutenir quand même en se disant c'est quand même un pas dans la bonne direction, étant donné que l'État énonce le principe de neutralité religieuse de l'État. Donc, même du point de vue de celui qui trouve que ça va pas assez loin, ça reste un pas dans la bonne direction. Puis, il sera toujours possible pour ces personnes de défendre, dans une phase ultérieure de notre débat, l'ajout de nouvelles contraintes, de nouvelles régulations
par rapport à l'expression de la religion dans l'espace public. Hein. Donc, même si on pense que ça va pas assez loin, ce qui n'est pas mon cas, il faut pas perdre une occasion de faire un pas dans la bonne direction sur le plan de la consolidation du modèle de laïcité propre au Québec. Merci. Merci beaucoup, M. McClure. Maintenant, on va commencer la période d'échange avec Mme la ministre et députée de Gatineau. La parole est à vous pour votre bloc d'échange. Merci, M. le Président. Alors, M. McClure, merci beaucoup de votre présentation et votre présence et votre participation à nos travaux et à notre réflexion. J'aimerais vous entendre, puisque certains des groupes et des intervenants qui se sont présentés au cours des dernières semaines nous ont suggéré de bonifier le projet de loi en y incluant une définition de ce qui était entendu par neutralité. Les groupes étaient... il y en a un certain nombre là, qui nous ont fait part d'une interprétation de la neutralité qui était différente de celle souhaitée par le projet de loi, c'est-à-dire que pour certains, la neutralité était l'équivalence d'une forme d'assurance qu'il n'y aurait dans l'espace public, à l'intérieur des services publics, aucune expression d'appartenance ou de non-appartenance à une religion. Est-ce que vous croyez, je prends bonne note de vos commentaires, mais est-ce que vous croyez qu'il serait important de prévoir à l'intérieur du projet de loi une définition, bien que ce soit peu commun dans le processus législatif, de ce qui est entendu par neutralité à l'intérieur du projet de loi? Merci de votre question. La neutralité religieuse de l'État, hein, la définition la plus courante, hein, puis il me semble qu'elle apparaît même dans le projet de loi, mais c'est le cas dans la jurisprudence, c'est l'idée que l'État va ni favoriser ni défavoriser les religions. Donc, qu'il ne prendra pas parti ni de façon positive ni de façon négative. Hein. Donc, la neutralité, c'est ça. C'est, au fond, lorsqu'on est neutre, on demeure, au fond, agnostique. Hein. On ne prend pas position. Donc, il me semblait que c'était en quelque part dans le projet de loi. Si c'est pas le cas, une définition aussi minimale pourrait être ajoutée, mais il ne faut pas en faire dire trop non plus à la neutralité religieuse de l'État. Donc, on peut, après ça, chercher à réfléchir, est-ce que la neutralité religieuse de l'État exige qu'il y ait pas de signe d'appartenance religieuse dans les institutions publiques? Donc, moi, je considère que c'est une mauvaise compréhension de ce qu'est la neutralité religieuse de l'État. Je l'ai dit ici, parce qu'on se focalise souvent sur, disons, les moyens institutionnels de la laïcité, à savoir la séparation et la neutralité. Mais si on a besoin de ces formes institutionnelles, c'est pour protéger d'un côté l'égalité et de l'autre la liberté de conscience et de religion. Hein. C'était une des propositions du rapport Bouchard-Taylor. Donc, notre conception de la neutralité religieuse de l'État doit pas être attentatoire à un de ces principes, c'est-à-dire en particulier la liberté de religion et le droit d'exercer aussi cette liberté de religion. Je comprends qu'il y a un débat plus difficile, hein, puis c'est un vrai débat sur qu'est-ce que ça exige des agents de l'État. Donc moi, je fais partie de ceux qui considèrent que pour respecter le principe de neutralité religieuse de l'État, un fonctionnaire ou un employé dans une organisation publique peut très bien avoir un signe qui témoigne de son appartenance religieuse, tout en demeurant neutre dans sa conduite professionnelle. Hein. C'est parfaitement possible. Donc pour moi, la neutralité religieuse de l'État implique pas que les agents, au fond, qu'il n'y ait pas de signe de leur appartenance religieuse. L'important, c'est qu'ils respectent leurs normes professionnelles et qu'ils soient impartiaux dans leur conduite professionnelle. Vous recommandez d'assujettir les municipalités au projet de loi, je dirais, et je l'avais expliqué, l'objectif initial de ne pas avoir assujetti les municipalités, c'était de reconnaître l'autonomie des municipalités. Les municipalités demandent à recevoir plus d'autonomie, et donc, en considération de cette reconnaissance-là, nous avions jugé qu'il n'était pas opportun de les assujettir au projet de loi. Maintenant, est-ce que vous croyez pas que de les assujettir viendrait d'une certaine façon empiéter sur cette autonomie qui est la leur?
Oui, ça empiète sur leur autonomie, mais je pense que c'est nécessaire de le faire. Toutes les institutions publiques doivent respecter ce principe de neutralité religieuse de l'État pour traiter tous les citoyens également. Hein. Puis, dans une société pluraliste, il y a des gens qui croient et des gens qui ne croient pas. Les institutions publiques ne doivent pas prendre position. Et dans le droit, les institutions municipales sont aussi assujetties, hein, d'abord au respect des droits fondamentaux protégés par les chartes. Et la neutralité religieuse de l'État est un corollaire de ces droits fondamentaux qui sont protégés. Hein. Donc, d'où la défaite de Saguenay dans l'arrêt Saguenay, hein, parce qu'effectivement, d'avoir une prière avant la tenue d'une assemblée, d'un conseil de ville, effectivement, ça fait en sorte que l'institution publique vient s'identifier à une conception du monde particulière et elle ne doit pas le faire parce qu'elle doit être neutre. Puis c'est vrai que ça fait que les citoyens athées ou agnostiques ou de d'autres religions sont traités comme des citoyens de second rang. Donc les institutions municipales, tant sur le plan des principes philosophiques que dans le droit, sont assujettis à ces normes, sont assujettis aussi évidemment à l'obligation d'accommodement raisonnable. Hein. Toutes les normes publiques pourraient sont assujetties à cette obligation d'accommodement raisonnable si on arrive à démontrer que lorsqu'on l'applique, une forme de discrimination indirecte est créée. Dans le droit, les institutions municipales sont déjà assujetties, en fait. Donc pour moi, ça viendrait que codifier une norme déjà existante. J'aimerais vous entendre davantage sur la prestation de services à visage découvert. On semble, chez certains, voir dans la rédaction de l'article une ouverture et on tente de laisser sous-entendre que dans la fonction publique, il pourrait y avoir prestation de services à visage couvert. J'aimerais vous entendre sur cette interprétation que certaines personnes ont pu avoir de la rédaction du projet de loi. Je pense que ça aussi, c'est une question délicate, là, qui n'a pas vraiment de réponse facile et évidente. Personnellement, ça me semble une contrainte qui est raisonnable, qui est justifiable dans une société libre et démocratique, sachant que l'obligation d'accommodement raisonnable donc est délimitée par cette norme de la contrainte excessive. Hein. D'abord, dans la prestation d'un service public, il faut pouvoir identifier les personnes. Sur le plan du prestataire, évidemment, le citoyen donc doit pouvoir voir avec qui il transige. Puis les citoyens, mais il faut pouvoir les identifier. Il faut que, si on est dans une salle de classe, ainsi de suite, en milieu hospitalier, il faut pouvoir communiquer de façon claire. Donc, la norme du visage découvert me semble raisonnable, même si certains vont pouvoir démontrer qu'il y a une certaine atteinte à leur liberté de religion. Pour moi, ça, c'est une atteinte qui est raisonnable dans la majorité des cas. Ceci étant dit, il y a peut-être des cas où, effectivement, un accommodement va s'imposer. Mais ça, je pense qu'il faut voir au cas par cas, puisque si je suis à l'aise de défendre cette nouvelle règle, c'est qu'elle vient avec cette possibilité qu'il y ait des accommodements dans certains cas qui s'imposent. Mais comme règle générale, il me semble que c'est justifié dans vraiment la majorité des cas auxquels je peux penser. Ça me semble une contrainte qui est raisonnable. Vous avez, dans vos recommandations que vous nous avez formulées, vous avez mentionné qu'il faudrait pas que cette obligation prive de services dans les cas d'urgence, par exemple. Donc, vous faites référence à des cas particuliers? Je sais pas, mais si on est un travailleur social ou si on est un policier, une policière, puis on a à intervenir avec quelqu'un qui porte un niqab ou une burqa, mais s'il y a vraiment situation d'urgence, il faut intervenir. Puis après, on discutera. Donc ça me semble impératif là, lorsqu'il est question questions de santé, des situations d'urgence, ainsi de suite, parce que on n'a pas le temps de commencer à discuter pour voir est-ce que on peut faire une exemption par rapport à la norme du visage découvert. Il faut tout simplement intervenir puis on discute après. Mais bon, c'est des cas assez rares, hein, on s'entend. Mais évidemment, là, ça me paraît clair que il faut intervenir d'abord puis on discutera ensuite. Vous avez utilisé le terme, en fait, vous avez dit que vous n'étiez pas favorable au compromis Bouchard-Taylor où vous utilisiez dans votre mémoire
que l'on faisait référence à tort au compromis Bouchard-Taylor. Alors, j'aimerais peut-être que vous puissiez élaborer davantage sur cette question. En fait, ce que je voulais dire, c'est pas qu'on s'y réfère à tort, parce qu'il y a une véritable position qui a été prise par la commission Bouchard-Taylor, c'est-à-dire donc qu'une interdiction très limitée sur le plan du port de signes religieux visibles, qui couvre une petite gamme de postes, donc ceux qui incarnent au plus haut point l'autorité de l'État et son pouvoir coercitif. Ce sur quoi je voulais attirer votre attention en disant que ce compromis, parce qu'on le présente comme si c'était un consensus, puis la Commission avait vraiment fait une recommandation très forte, si on se réfère au passage du rapport Bouchard-Taylor où il est mention de ce compromis, on voit que son statut est quand même plus fragile que ce qu'on l'entend dans le débat public aujourd'hui. Puis je m'en souviens bien parce que j'avais rédigé la première version de ça. Donc, je cite le rapport Bouchard-Taylor. Telle est notre conclusion, donc, sur l'interdiction limitée. Nous admettons que l'on peut y arriver en suivant différents types d'argumentation. Par exemple, on peut considérer que cette proposition est la plus appropriée dans le contexte actuel de la société québécoise, étant bien entendu que ce contexte peut changer dans le temps. Donc, ça, c'est la première voie. Là, on est en 2007-2008. Ou alors, c'est la deuxième voie, on peut également soutenir que la proposition revêt un caractère plus permanent qui déborde le contexte actuel dans la mesure où elle incarne le principe de la séparation de l'État et des Églises. Nous n'avons pas à trancher ce débat puisque les deux argumentaires conduisent à la même conclusion. Mais la première voie, donc, nous dit qu'il y a là un compromis plus contextuel, puis que ça pourrait changer dans le temps, alors que l'autre en fait plus une conception, une question de principe. Personnellement, j'ai jamais soutenu ni la voie 1 ni la voie 2, mais je suis plus à l'aise avec la voie 1, disant qu'il y avait là un jugement très contextuel dans un contexte particulier et que le contexte pouvant évoluer, que l'interdiction pourrait ne plus être nécessaire parce qu'elle s'attaque à des droits fondamentaux. 2 minutes. D'accord. Est-ce que, dernière petite question, on a eu beaucoup de témoignages à l'effet qu'il y aurait lieu de mettre en place différents guides d'accompagnement si le projet de loi devait être adopté, afin de permettre aux intervenants de certains milieux de bien comprendre la portée. Il existe actuellement un guide qui a été préparé par la Commission des droits de la personne et de la jeunesse qui semble peu utilisé et peu connu. Comment verriez-vous ce type d'accompagnement? Est-ce que vous croyez qu'il est opportun d'accompagner notre milieu scolaire, nos services de garde, nos différents ministères de guides pour l'application du projet de loi, ou croyez-vous que le projet de loi en soi serait suffisant? Le projet de loi n'est pas suffisant en lui-même parce qu'il rappelle et énonce des normes d'application générale, mais une des grandes difficultés, c'est le jugement contextuel. Dans des milieux particuliers, avec des clientèles particulières, avec des contraintes de différents ordres, comment on arrive à déterminer si un accommodement est raisonnable ou non. Donc ça, on a besoin de faire le passage du général au particulier. Ça, on peut pas le faire dans un projet de loi. Aristote l'avait déjà compris. Il faut que le décideur sur le terrain ait une certaine sagesse pratique, qui connaisse les règles générales, mais qu'il les adapte aussi à son milieu. Donc c'est ce qu'on avait proposé dans un des chapitres du rapport Bouchard-Taylor, un des chapitres qui n'a presque pas été discuté, mais une des recommandations, c'est que chaque milieu se dote de son propre modèle d'aménagement, au fond, des demandes d'accommodement et d'ajustement concertés. Puis, pour ça, effectivement, le législateur pourra aller plus loin, soit en adoptant des guides ou des politiques qui viendraient, au fond, préciser, les balises dans le milieu scolaire. Il y a des balises qui s'ajoutent. Puis effectivement, les gestionnaires qui ont beaucoup de choses à gérer, souvent avec des ressources limitées, donc souvent en ont plein les bras. Puis je pense qu'ils ont besoin d'accompagnement là-dedans. Mais l'objectif, c'est que les milieux institutionnels se dotent de mécanismes de prise en charge par la base de ces demandes. Dans des sociétés diversifiées, c'est essentiel que les institutions le fassent. Puis je pense que dans plusieurs cas, effectivement, le législateur pourra aller plus loin et adopter soit des politiques ou des guides qui permettraient vraiment d'adapter les normes générales à des contextes particuliers. Merci beaucoup, M. McClure. Ça termine ce bloc d'échange avec la ministre. À l'opposition officielle, maintenant, est la députée de Tachereau. À vous, avec votre bloc d'échange. Pardon.
Merci, M. le Président. Bonjour, M. McClure. Bienvenue à cette commission parlementaire. Merci pour votre opinion. D'abord, une des premières phrases de votre mémoire m'a étonné. Je me suis demandé, peut-être qu'il y a quelque chose là. Deuxième phrase. Elle rappelait que si l'État québécois est de facto et de jure laïque. Mais c'est écrit nulle part que l'État québécois est laïque. Est-ce que c'est écrit? Ce n'est que de la jurisprudence. À quoi vous pouvez affirmer que l'État québécois est de jure laïque? Parce que la jurisprudence fait partie du droit positif. Donc, dans l'état de notre droit, la laïcité ou la neutralité religieuse de l'État sont déjà reconnues et la jurisprudence fait partie du droit positif auquel on doit tous se plier. Donc, de jurer, l'État québécois est déjà laïque. Et il y a plusieurs décisions politiques qui ont fait en sorte que l'État québécois s'est laïcisé aussi. Lorsqu'on a déconfessionnalisé les structures scolaires, par exemple. Sur 8 minutes, je vais avoir quelques questions à vous poser. Les accommodements raisonnables aussi sont codifiés par la jurisprudence. Pourtant, on ressent le besoin de l'inscrire dans cette loi. On l'avait fait, nous, dans le projet de loi 60. Là, maintenant, c'est dans le projet de loi 62. On sent le besoin de dire que les accommodements raisonnables ou que les services éducatifs à l'enfance doivent avoir des balises. Pourtant, c'est déjà, il y a des gens qui nous disent, c'est déjà la jurisprudence. Alors, ce qui m'a éveillé dans votre phrase, c'est que ça m'a fait, tiens, c'est dans la jurisprudence, pourquoi est-ce qu'on ne l'inscrirait pas? Est-ce qu'il n'y a pas de temps de l'inscrire dans une loi? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, bien, c'est pour ça que je trouve que ce projet de loi est un pas dans la bonne direction. C'est-à-dire que là, la norme de l'accommodement raisonnable est rappelée. Est-ce qu'il n'y a pas le temps de l'inscrire? La laïcité. Est-ce que vous dites que la jurisprudence dit que l'État est laïque? Est-ce qu'il ne serait pas le temps de l'inscrire dans une loi? Écoutez, si on décidait de parler de laïcité plutôt que de neutralité religieuse de l'État, je serais très à l'aise avec ça. Puis effectivement, c'est le concept général qui regroupe l'idée de la séparation, l'idée de la neutralité, au service des grands principes dont j'ai parlé d'égalité, de liberté de conscience et de religion. Donc, je serais tout à fait à l'aise avec ça. Mais ça ne me trouble pas non plus qu'on choisisse de parler de neutralité religieuse de l'État. Merci. Je veux dire aussi que je vous remercie d'avoir souligné que les municipalités devraient être incluses. C'est une des choses qu'on avait soulignées, entre autres, dans les remarques préliminaires. Puis on l'a oublié au fil des auditions qu'on a eues. Et c'est la première fois que quelqu'un vient nous rappeler cela. Les municipalités, normalement, devraient être dans cette loi-là. Je suis sûr qu'on va avoir des échanges là-dessus soit pendant l'adoption du principe, soit pendant la commission parlementaire. Mais effectivement, vous nous soulevez ça qui pour moi est important. Mais après, vous dites quelque chose qui m'étonne. Les agents de l'État doivent être jugés en fonction de leur conduite professionnelle et non de leur apparence. Et en cela, vous vous mettez en porte-à-faux avec le rapport Bouchard-Taylor. Vous avez travaillé, vous avez été un des spécialistes de Bouchard-Taylor. Mais les agents de l'État, dans le sens des agents juges, les agents qui sont visés dans le rapport Bouchard-Taylor, juges, agents correctionnels et policiers, ils ont un statut spécial. Alors, le fait de penser qu'ils puissent être tellement de convictions religieuses profondes qu'ils ressentent le besoin de briser le code étatique qui est qu'un costume, pour ces gens-là, il est clair, il doit y avoir le même costume. Le simple fait de vouloir briser, de demander de porter sa conviction religieuse de façon visible, m'amène à penser que la personne a des convictions très profondes qui pourraient influencer son jugement. C'est un peu l'esprit dans lequel on était. Comme je vous dis, il y avait deux motifs très différents qui ont été évoqués. Moi, je pense qu'on est très proche du procès d'intention à l'endroit de ces personnes lorsqu'on dit ça, parce que je pense que dans l'esprit d'une personne très croyante, qui considère avoir un devoir de porter un signe religieux particulier, je pense qu'il est tout à fait possible de respecter cette conviction qui est de nature religieuse et d'exécuter les tâches qu'il doit exécuter en tant que professionnel. Je ne pense pas qu'il y ait de conflit de normes ou de valeurs nécessaires entre les deux. D'ailleurs, donc, comme vous le savez, dans la police,
la police montée au Canada, on sait qu'un accommodement a été permis en plusieurs années sans que cela pose véritablement de problème. Donc, je pense que c'est possible. Par exemple, si on prend le cas des juges, un juge qui se sent en conflit d'intérêts a un devoir de se récuser. Hein? Ça fait partie de ses obligations déontologiques d'évaluer par lui-même s'il n'est pas en mesure d'arbitrer de façon impartiale le désaccord. Il doit se récuser. On n'accepterait pas qu'un avocat arrive en jeans sale et en T-shirt. Pourquoi on accepterait qu'il y ait aussi un vêtement qui ne soit pas conforme à ce que l'État demande? Est-ce qu'il n'y a pas l'apparence de conflit d'intérêts? Or, l'apparence de conflit d'intérêts est tout aussi importante dans notre société de droit que le conflit d'intérêts. Vous comprenez? C'est la réaction. Je comprends qu'il y a la personne qui croit, mais de l'autre côté, il y a la personne qui reçoit le service, qui reçoit des messages. C'est là-dessus que vous chantez là, tranché. Fait que je suis très étonnée de voir que vous distanciez de ça. D'autant que vous ajoutez en page 7, ensuite, qui prétend devoir porter un chandail sur lequel un slogan politique est imprimé ou une épinglette politique de façon permanente en public? Vous seriez étonné. Vous avez là un commentaire pour moi qui déborde, je vous dirais, la qualité du reste de votre mémoire. Là, vous avez un commentaire sur les personnes qui ont des convictions politiques profondes et qui, certains jours, ou de façon permanente, porteraient des slogans politiques, mais qui font non, quand je suis fonctionnaire de l'État, je dois le faire. Je suis étonnée. Le reste de votre mémoire est assez solide. On peut en prendre un peu, mais là, je trouve qu'on tombe dans quelque chose de différent. La norme, l'idée qu'il y a un certain décorum s'applique aussi aux personnes qui portent un signe religieux visible. Hein. S'ils ont ce droit, c'est que ça découle d'un droit fondamental protégé par les chartes, la liberté de conscience et de religion. C'est pas un droit sur le vêtement. Sur le passage en question, qui est tiré d'un extrait du mémoire que 60 chercheurs qui travaillent sur ces questions avaient présenté dans la commission parlementaire sur le projet de loi 60, mais comme la commission avait été interrompue, on n'avait pas pu témoigner. C'est pour s'en prendre à une idée qui trace une analogie entre les signes politiques et les signes religieux. Puis on pense que l'analogie tient pas. Sur le plan de l'expression de nos convictions politiques, on a différents droits politiques, on a la liberté d'expression. Le législateur a décidé, à côté de ça aussi, de protéger la liberté de conscience et de religion et son exercice, puis le port de signes religieux visibles donc est couvert par la liberté de religion. Mais à chaque fois qu'on fait cette analogie, une épinglette, tout ça, c'est toujours pour s'opposer au port de signes religieux, mais il n'y a jamais personne qui fait une revendication qu'on connaisse, qu'on ait entendu, disant « oui, je veux porter une épinglette politique pendant que je suis au travail ». Parce que, M. McClure, ils ne le font pas parce que c'est déjà convenu. L'État a déjà convenu de ça. Alors, les gens ne vont pas contre l'État. Mais enfin, on n'est pas dans toute la fonction publique. Mais là, il y a une convention qui a été établie par l'État que les gens respectent. Mais une conviction politique est tout aussi profonde qu'une conviction religieuse. Chez des gens comme moi, par exemple, puis chez des militants que je connais, c'est des convictions extrêmement profondes. On ne doit pas juger de ça. Mais pourtant, on applique un code. Merci, la députée de Tachereau, M. McClure. On va passer maintenant au deuxième groupe d'opposition et la députée de Montarville pour son bloc d'échange. Merci, M. le Président. Bonjour, M. McClure. Merci pour votre mémoire. Je le lis avec beaucoup d'intérêt. Vous avez répondu déjà à une des questions qui est importante pour moi, y inclure le mot laïcité, parler de laïcité, mais que ce soit écrit. Je comprends le concept que c'est dans notre droit, mais ce n'est pas édicté dans une loi. Vous n'êtes pas contre, donc ça, je trouve ça intéressant. On est sur la même longueur d'onde là-dessus. Vous dites quelque chose, et là que j'aimerais que vous m'expliquiez, parce que j'ai besoin de vos lumières. Vous nous dites à la page 3, « Il est tout à fait possible de porter un signe religieux qui témoigne de notre foi sans faire de prosélytisme, mais sans que cela n'affecte notre jugement professionnel. Nous reconnaissons d'ailleurs cette présomption de neutralité aux agents de l'État. » Un petit peu plus bas. Le projet de loi 62 devrait logiquement mener au retrait du crucifix au Salon Bleu de l'Assemblée nationale, même si son effet est purement symbolique. La présence du crucifix à la Chambre des représentants suggère, donc il y a un effet ici, là, suggère qu'il y a un lien entre le pouvoir législatif et la religion chrétienne. Alors, ma question, pourquoi un signe religieux, en l'occurrence ici une grosse croix, suggère quelque chose à un endroit
Mais ailleurs, la même croix bénéficierait d'une présomption de neutralité parce que dans le coût d'un employé de l'État. J'aimerais que vous m'expliquiez ça. Oui, c'est une bonne question. Dans le cas de la croix au Salon Bleu, hein, c'est l'institution qui parle. C'est un symbole qui représente l'institution. L'institution n'a pas de droit, hein, là, contrairement aux personnes, aux citoyens, hein, qui, eux, ont des droits fondamentaux. Donc, en choisissant de mettre une croix, là, on dit quelque chose sur l'institution qui vient s'identifier symboliquement à la religion chrétienne. Puis ça, c'est pas compatible avec la laïcité, avec la séparation, avec la neutralité, peu importe le concept qu'on veut utiliser. Même si aujourd'hui, on sait bien que vous, comme parlementaire, vous dites pas, bon, j'ai des comptes à rendre ou je tire mes croyances de cette religion. Symboliquement, ça envoie le message qu'il y a un lien intrinsèque entre le pouvoir législatif et la religion de la majorité. Puis ça, c'est pas compatible avec le principe de neutralité. Lorsqu'il est question des agents de l'État, de ceux qui y travaillent, donc eux, ce sont des professionnels, ce sont aussi des personnes, des citoyens qui ont des droits. Puis l'idée, c'est comment on concilie les différentes obligations et ces différentes logiques, hein, d'une personne qui a des droits fondamentaux et qui a aussi un rôle professionnel qui vient avec des responsabilités. Puis un devoir de réserve, puis ainsi de suite. Hein. Puis je pense que dans ce cas-là, une personne qui porte un signe religieux qui témoigne de sa foi est parfaitement capable de continuer à respecter les exigences de son poste et sa déontologie et ainsi de suite. Donc, c'est pas nécessaire de venir restreindre sa liberté de religion pour assurer la neutralité religieuse de l'État. On est capable de le faire sans restreindre ses droits. Je comprends que vous me dites que l'État n'a pas de religion. Dans un cas, c'est l'État, dans l'autre, c'est une personne. Mais moi, je ne vous parle ni de la personne, ni de l'État. Moi, je vous parle du signe. La grosse croix, ça reste la grosse croix, peu importe où on la met. Vous nous dites, elle suggère quelque chose, c'est un symbole, ça représente quelque chose. Alors moi, ce que je vous dis, c'est que dans quelle mesure peut-on permettre le port de signes religieux, alors que on comprend qu'un signe, peu importe où il se trouve, il signifie quelque chose. Pourquoi serait-il acceptable chez les fonctionnaires de l'État qui sont justement en lien avec d'autres personnes? Et comment se fait-il que ce signe qui représente, qui symbolise, qui envoie un message ne l'enverrait pas dans le coup d'un fonctionnaire? Et là, je me mets en doute la qualité de son travail. Donc, comment le justifier? Parce que dans un cas, c'est... M. McClure, 1 minute 30. D'accord. Dans un cas, c'est l'État qui parle. On pourrait ne pas mettre de crucifix là. Hein. Quand Duplessis a décidé de le mettre à un moment donné, ça aurait pu ne pas être le cas. Un fonctionnaire, c'est une personne. C'est une personne qui a aussi une identité morale, un système de croyances et des droits. Et ça représente quelque chose sur elle. Sur le sens des symboles, vous avez raison, mais les symboles ont des sens. Hein, puis c'est souvent, il y a toute une polyphonie de sens. Mais dans le cas du crucifix, vous savez, vous êtes représentante en matière de laïcité. Hein, c'est très souvent des citoyens qui sont pas issus de l'immigration, qui appartiennent pas à des groupes minoritaires religieux, qui contestent la présence de ces symboles, hein, mais des gens qui s'associent à une certaine conception de la laïcité, mouvement laïque québécois, ainsi de suite. C'est souvent ceux qui sont des athées, qui veulent qu'il y ait une séparation très marquée entre l'Église et l'État, qui revendiquent le retrait de ces symboles. Puis eux aussi, me semble-t-il, ont un bon argument. Là. J'ai très, très peu de temps, mais vous allez convenir avec moi qu'un signe, qu'un symbole envoie un message. Oui, envoie un message qui peut être interprété de toutes sortes de façons différentes. Hein. Je vous invite à voir les études sur quel est le sens que les femmes musulmanes donnent au hijab. Puis toutes les études sont unanimes. Il y a toute une multitude de sens, de raisons qui justifient pourquoi une femme porterait le hijab, si bien qu'on ne peut pas tout simplement dire c'est un symbole d'oppression. Peut-être que nous, on peut le penser si on veut, mais du point de vue de la personne qui le porte, hein, il peut y avoir d'autres raisons de porter un hijab. Merci beaucoup, M. McClure. Ça termine ce bloc d'échange. Je vous remercie, M. McClure, pour votre contribution à nos travaux sur le projet de loi numéro 62. La Commission ajourne ses travaux, suspend ses travaux jusqu'à 15 heures, merci, M. le secrétaire, où elle poursuivra son mandat. Merci et bon appétit.